Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes jeudi aujourd'hui et nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine et encore ce jour pour l'aventure Bonjour le Faso. Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on parlera cinéma avec nos invités du jour qui sont là dans le cadre donc des Sotigui. On va donc en parler et à travers l'entretien du jour. Et bien sûr, aujourd'hui, vous le savez, cette semaine, on s'intéresse au musée de l'eau de Moutili, qui est situé dans le village de Kouanda. Aujourd'hui, on va poursuivre avec les témoignages concernant ce musée. Et puis, on va feuilleter les journaux ensemble aussi pour vous donner les titres des différents journaux du jour. Ça sera tout à l'heure. Alors, merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour à la découverte. Il faut dire que ce musée de l'eau a une histoire. D'abord, son site était installé à Lumpila. Donc, depuis 2005 que le musée de l'eau a vu le jour. Ensuite, s'est déplacé à Samba et aujourd'hui est situé donc à Moutili, dans le village de Kouanda, où vous pouvez retrouver ce musée de l'eau. C'est un musée à ciel ouvert, il n'y a pas de clôture et vous avez donc beaucoup d'aspects en lien avec l'eau. On a l'aspect matériel et immatériel. Vous allez donc voir des puisettes, des différents types de pompes. Vous allez voir également des bidons d'eau et à côté de cela, il y a notamment l'aspect immatériel aussi en lien avec l'eau, c'est-à-dire les citations, les proverbes, les chants en lien avec l'eau. Il faut dire que le promoteur de ce musée de l'eau est un sociologue de formation. Il s'agit de M. Alassane Samoura, qui est passionné de la question d'eau. Et il déporte bien sûr ce musée lors des expositions à l'international pour parler notamment du musée de l'eau donc de Ouagadougou, qui est situé en fait du Burkina, je veux dire, mais qui est situé dans le village de Kouada à Moutili. On part à la découverte encore de ce musée de l'eau à travers le témoignage qu'on vous propose aujourd'hui. Vous tirez juste sur les côtés, vous avancez tout doucement. Vous ne vous blessez pas. La position de ses mains sont bonnes. Oui, oui, c'est bon. Il faut bien fermer le poing. Voilà, tout doucement. Que je me présente, Éloi Samoura, je suis guide au niveau du musée de l'eau. Ici, nous sommes sur les techniques de recherche de l'eau. Et au niveau du musée, nous avons développé une dizaine de techniques de recherche de l'eau. Et ce que je tiens là, c'est ce qu'on appelle le bâton du sourcier. Sourcier, c'est celui qui va à la source, différent de sorcier. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce qu'on appelle dans la langue morée l'arbre du Gaaka, ou le noisetier en français. Vous le coupez sous la forme de la lettre Y. Voilà, généralement, c'est toujours mieux à l'état frais. Vous le coupez sous la forme de la lettre Y. Et puis vous le tenez comme ceci, comme je le tiens comme ça. Vous fermez le poing. Et puis vous tirez sur les côtés, vous avancez tout doucement sur votre terrain pour rechercher de l'eau. Voilà. Donc au fur et à mesure que vous avancez, vous tirez sur les côtés et puis vous avancez. Ouais. Là, par exemple, je sens que ça me tire vers le bas. Ça veut dire que je suis sur une bonne nappe phréatique. Il y a une présence d'eau dans la zone. Voilà. Ça veut dire que si on creuse un puits, on aperçoit. Voilà. Donc il y a des légères vibrations. Et plus la nappe phréatique est conséquente, plus les vibrations s'intensifient. Voilà. Et une fois que je ressors de la nappe, je vais sentir que les vibrations vont diminuer et le bâton va revenir à sa position normale. Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, le bâton est revenu à sa position normale. Donc, c'est un peu ça l'exercice. Ça, c'est ce qu'on appelle le bâton de sourcier. Nous avons d'autres méthodes de recherche de l'eau que nous essayons de développer ici, des savoirs, ce qu'on appelle des savoirs endogènes. Nous avons le pendule, ce qu'on appelle le pendule. C'est un simple écrou que nous avons pris, nous avons attaché une ficelle et puis voilà, ça nous permet de chercher de l'eau. Et le principe est le suivant, vous le balancez et puis vous gardez votre main intacte. Vous gardez la main intacte et puis vous vous promenez aussi. Vous avancez. Voilà. S'il y a une chose qu'on remarque au niveau du pendule, c'est que le mouvement est toujours le même. Il n'y a pas d'accélération ni de décélération. Donc, si vous sentez que le mouvement est toujours le même, c'est que vous êtes déjà sur une bonne voie. Comment savoir si nous sommes sur une nappe phréatique avec le pendule? Le pendule, une fois que vous êtes sur la nappe phréatique, vous allez sentir des picotements au niveau de la main. Voilà, si vous avez les picotements au niveau de la main, vous l'arrêtez et puis vous le rebalancez encore. Et vous le rebalancez. L'avantage avec le pendule, c'est qu'il vous donne à peu près la distance à laquelle vous devez creuser pour avoir de l'eau. Donc un va-et-vient, ça fait 1 mètre, 2 va-et-vient, 2 mètres, ainsi de suite. Donc arrivé à 30-35 mètres, si vous sentez encore des picotements, vous l'arrêtez, vous le rebalancez. Quand vous le rebalancez, entre 35 et 40 mètres encore, vous allez sentir des picotements. Donc ça veut dire que dans cet intervalle de 35 à 40-45 mètres, vous avez de l'eau. Et si vous creusez, vous allez trouver effectivement de l'eau à cette distance-là. Voilà, donc c'est l'avantage du pendule. Donc il y a le système de va-et-vient. Il y a aussi le système oscillatoire. Voilà, vous pouvez aussi utiliser la méthode oscillatoire aussi pour chercher, c'est la même chose. Voilà. Donc nous avons développé une dizaine de techniques qui permettent de chercher de l'eau, qui sont accessibles à tout le monde peut chercher de l'eau parce qu'il y a un magnétisme qui est là. Chaque homme est constitué à minimum 70% d'eau. Donc il y a une relation entre l'homme et l'eau. Donc forcément tout le monde peut trouver de l'eau. Un pas en avant. Oui. Ça commence à descendre encore. Un pas en avant. Truc là-haut. Cette zone-là. Amène ça aussi. Un pas en avant, c'est bon. Si maintenant tu vas voir que ça va, c'est vrai ce que ça va te faire. Revue de presse aujourd'hui avec le quotidien d'État Sidoya. Sidoya qui affiche à sa une ce matin décès de Maître Titenga Passéré, le président de l'ALT rend hommage à l'homme de culture. Conseil des ministres, l'avant-projet de budget de l'État, exercice 2025 adopté. Au coin du palais, 10 ans de tôle pour coup mortel sur son oncle. Il menace de tuer son père, prétextant qu'il tourne une vidéo. Reconquête du territoire dans le sud-ouest, l'espoir renaît dans la dernière commune sous contrôle terroriste. L'autre regard, John Dramani Mahama, l'éventuel retour, la question est posée à la page numéro 3 de Sidoya ce matin. Toujours à la une donc de Sidoya, commémoration de 8 mars 2025, les prototypes de pain dévoilés. Mali, un homme politique aux arrêts après des paroles blessantes contre le peuple burkinabé. Nous passons au quotidien. Le quotidien qui affiche à sa une ce matin, hommage solennel du barreau à Maître Passéré, dernière audience de l'avocat au TGI Ouaga 1. Commémoration du 8 mars 2025, les pailles officielles dévoilées. Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Gildas Ouedraogo prend les rênes de la DCRP. L'avant-projet de budget de l'État, exercice 2025, adopté. Nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso.
Aujourd'hui, au Faso affiche à sa une avant-projet de budget de l'État exercice 2025 adopté. Recettes 3 193 milliards de francs CFA. Dépenses 3 593 milliards de francs CFA. En attendant l'imprimature de l'ALT. Toujours à la une de aujourd'hui au Faso, interpellation et procès le 12 février de Issa Kaoudjim au Mali, la loi sur la mobilisation en branle dans l'espace AES. Sommet arabo-islamique sur le Proche-Orient, Dr Bougma appelle à autant d'intérêt pour le Burkina, Mali, Niger. News du jour, c'est à lire également sur la une d'aujourd'hui au Faso. Le ministre de l'Agriculture met en garde les vandales des cages flottantes de Bagré. Les motifs du pagne de 8 mars dévoilés. L'opposant John Dramani donné gagnant pour les sondages au Ghana. Sonko rétropédale au Sénégal. L'ultime hommage des avocats à Maître Passéré. Sport Burkina-Sénégal, derby à Bamako. Université publique, normalisation des filières à 81,30%. Nous passons à présent au journal Le Pays. Le Pays qui affiche à sa une ce matin choix des motifs du pagne de 8 mars 2025, le Faso d'Anfani pour la région de l'Est et le Cocodonda pour les Hauts-Bassins. Ministre de l'économie et des finances, l'avant-projet de budget de l'État, exercice 2025, adopté. Tiefora, dans la Comoé, des populations exigent le départ du PDS. Conseil des ministres, l'Agence nationale de surveillance du territoire créée. Révélation, financement du terrorisme au Burkina, le commerce d'animaux volés indexé. Nous terminons avec le doyen des quotidiens privés. Il s'agit de l'Observateur Palga. L'Obs qui affiche ce matin arrestation de Issa Kaoudjim. Le CSC exerce son droit de poursuite médiatique au Mali. Hommage du barreau à Maître Passéré. Dernière plaidoirie du premier avocat burkinabé. Noces de Safoura Kaboré. Inventaire avant solde d'une vie de vieille fille. Retard académique des universités publiques, 81,30% des filières normalisées. Bilan mi-parcours BBDA, le directeur général montre patte blanche. Journée internationale de la femme 2025, les motifs de la commémoration connus. Conseil des ministres, le projet de loi exercice 2025 adopté. C'était là les titres des différents journaux que nous avions sous la main ce matin. Donc, on vous invite à vos kiosques à journaux pour vous procurer notamment de ces différents journaux burkinabés. Merci de votre attention. Pour la suite, on va maintenant parcourir dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et c'est dans la même. De retour sur ce plateau et ce jeudi, nous sommes avec la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, pour parler notamment donc de cybercriminalité et de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour à vous, lieutenant. Bonjour Madame Nikema, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Je rappelle que le lieutenant Julien Legma est le chef de la collaboration policière au niveau de la BCLCC. Alors, lieutenant, on parle aujourd'hui de chantage via les groupes et sites de rencontres. Il y a 2 semaines, on a parlé notamment de chantage via les vidéos. Donc, c'est un peu une suite. Oui. Pour ce qui concerne donc le chantage via les groupes et sites de rencontres. C'est quoi déjà en fait groupe et site de rencontres? D'accord, déjà ce qu'il faut noter c'est que le chantage en lui-même, déjà au niveau donc de la définition, le chantage c'est le fait pour une personne d'intention mauvaise bien évidemment à travers des manies arrive donc à vous soustraire ou bien bon à vous faire lui et livrer soit un contenu intime de vous, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo de vous, ou bien vous enregistre même, parce que ça peut intervenir lors de votre échange avec la personne concernée, s'il s'agit par exemple d'un appel vidéo, et que ce contenu par exemple est utilisé bien évidemment plus tard contre vous, dans le but de vous soustraire de l'argent ou bien de bénéficier d'un avantage quelconque.
Donc bon, pour ce qui est donc du chantage à la webcam, ce que nous recevons fréquemment. Sinon, bon, voilà, le chantage, ça peut s'étaler à plusieurs choses parce que dès lors que, voilà, on vous conditionne la remise de l'argent ou bien d'un service quelconque par, voilà, à travers un contenu compromettant, voilà, c'est du chantage. Voilà. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne justement ces sites et groupes de rencontres, c'est quoi le mode opératoire? D'accord. Ce qu'il faut noter, c'est que actuellement, pour ce qui est du chantage, il y en a plusieurs méthodes, voilà, que les cyberdélinquants utilisent. Maintenant, actuellement, il y a un mode de chantage qui est de plus en plus développé parce que, comme vous le saviez, dès que nous avions connaissance, voilà, d'un mode, nous communiquons dessus. Eux également, ils travaillent à innover en changeant leur méthode dans le but d'avoir le plus de victimes. Et actuellement, nos services reçoivent donc ce type de chantage qui se manifeste à travers les groupes ou sites de rencontres. C'est-à-dire, et ils peuvent créer un site de rencontre. C'est-à-dire, bon, ça peut être une plateforme comme ça, où on vous dit, ça peut être une agence, voilà, matrimoniale, où, voilà, les agences matrimoniales travaillent à mettre en contact des personnes qui sont à la recherche, par exemple, de l'amour. De partenaires. Voilà, de partenaires, Okay. voilà, de partenaires, effectivement, dans le but de se marier, dans le vocable, voilà, premier. Et eux, ils travaillent donc sous certains critères. Ils font des publications. Telle personne est intéressée par telle autre personne sous certains critères. Donc, je veux un homme grand qui travaille, qui est de tel bord religieux et voilà, socialement stable. Où eux, ils mettent en contact et maintenant, vous poursuivez bien sûr les échanges. Maintenant, les escrocs ont exploité, voilà, cette méthodologie-là. Ils créent le site, ils vous mettent en contact, mais derrière, c'est un autre escroc qui échange avec vous. D'accord. Voilà, qui se fait passer. Si vous demandez, voilà, comme vos critères, c'est une femme, voilà, lui, il vient comme une femme répondant à vos critères. Et dès lors qu'on vous met en contact, vous commencez à échanger. Donc, il va travailler, bien évidemment, à vous séduire. Donc, bon, c'est dans le processus, donc, voilà, de la fréquentation, voilà, de l'amour. Et à un moment, vous allez arriver à un niveau de confiance où vous envoie, où vous suscite donc le partage du contenu intime. Très souvent, lui-même, il peut vous envoyer un contenu intime préenregistré. Voilà. Ou s'il s'agit d'un appel vidéo, il va faire un live où, par exemple, il va se montrer déjà, il va vous présenter une dame en tenue d'Adam et Ève, par exemple, et vous inviter à faire pareil. Ouais. Ou bien vous partagez une photo intime d'une partie intime et vous invitez à faire pareil. Dès lors que vous donnez donc suite favorable à cela en partageant soit votre photo ou en acceptant effectivement une vidéo, voilà, érotique avec la personne. Tout de suite après, on utilise ce contenu et on vous renvoie pour dire que si vous ne payez pas tel ou tel montant, on va partager ce contenu sur Internet. Alors, nous en avons et vous regardez actuellement de plus en plus sur Facebook, par exemple, il y a plusieurs groupes, plusieurs agences où, voilà, qui y travaillent. Et bon, pour la plupart, ce sont des fausses agences. Je note qu'il y a des vraies agences qui sont là, mais pour la plupart, les différents groupes ou les pages sur Facebook, voilà, au niveau du cyberespace burkinabé, la plupart n'ont pas ils ne travaillent pas avec des papiers, c'est juste des initiatives de personnes qui ont créé donc ces pages dans le but donc de mettre en relation avec des personnes où souvent des escrocs s'infiltrent et la mise en contact est généralement monnayée. C'est contre paiement, voilà, de l'argent. Donc déjà, ils arrivent à avoir de l'argent à ce niveau pour ça. la mise en contact. Et Tout à s'ils fait. arrivent à détenir une vidéo intime de vous, le voilà. chantage Le s'ensuit. chantage donc prend effet également et à ce niveau la pression est beaucoup plus grande parce que si vous ne publiez pas et vous ne donnez pas de l'argent, ils peuvent donc publier votre contenu intime. Et au-delà de cet aspect, il y a d'autres qui actuellement la pratique est très fréquente sur TikTok où voilà, il y a des maîtres marabouts. Voilà, qui y sont et là bon, ils font voilà, la publicité bien évidemment de leur pratique. Et par exemple, je vais illustrer avec les femmes.
Et souvent, il peut arriver que, bon, on vous dise, voici, lui, il peut travailler votre mari pour que, voilà, il soit fidèle ou qu'il vous donne davantage d'argent, ou bien vous voulez conquérir un homme que vous n'arrivez pas, ou bien vous avez une seconde épouse qui est là, ou bien le monsieur veut prendre une seconde épouse, Pour vous ne empêcher voulez tout pas, ça. voilà, pour empêcher. Et dès que vous êtes intéressé par ce service, il laisse donc un lien WhatsApp. Dès lors, ou un contact WhatsApp, dès que vous commencez cet échange à ce niveau, bien sûr, on va vous facturer le service. Déjà. Oui, on va vous facturer le service. Et voilà, je peux travailler en te produisant des incantations pour que tu fasses. Ça va marcher à coup sûr. Mais tu paies tel franc. Vous payez. Et dans le processus également, on va vous dire par exemple que voilà, je vais effectivement travailler sur ton mari. Maintenant, je vais te donner des incantations à faire. Mais pour s'assurer que l'incantation marche, alors tu vas devoir te filmer lors de l'incantation. Mais tu dois être voilà, dans une certaine intimité. Bon, on va dire nu entre griffes. Est-ce que vous voyez? Donc, et la victime, effectivement, ayant confiance bien évidemment à son marabout, donc se permet donc d'enregistrer ce moment d'incantation où elle est, bien sûr, donc dans, bon, pratiquement nu. Et là, dès que vous finissez de le faire et que vous le renvoyez, lui va dire qu'il va travailler sur la vidéo. Ou bien c'est dans le but de s'assurer qu'en fait vous avez respecté voilà, et le processus d'incantation qu'il vous a donc fourni. Et c'est à partir de ce moment, dès lors que vous partagez ce contenu intime, que commence le chantage. Donc non seulement il vous a facturé le service et ensuite il détient un contenu intime de vous et à ce moment il vous exige donc le versement d'un certain montant sous peine donc de retrouver bien évidemment vos contenus intimes sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment, on a enregistré plusieurs femmes donc, qui ont été victimes donc, de ce type de chantage actuellement. C'est grave, hein, lieutenant. Et quand moi je vois à quel point les gens peuvent faire confiance à partir juste de l'écran, ouais. C'est quand même grave. Oui, parce que souvent, tout le risque, c'est que, bon, dans ce qu'on a noté, c'est que souvent, même, on invite les gens à partager leur CNIB. Les informations personnelles. C'est ça, une photo de leur CNIB qui peut être utilisée plus tard avec votre identité à début d'escroquerie d'autres personnes pour vous compromettre. Et on va vous demander peut-être la CNIB ou la photo de votre mari, par exemple. Vous donnez tout ça et c'est à partir de ces informations lui va faire donc le travail d'incantation. Donc vous voyez tout le risque que vous prenez en partageant toutes ces informations personnelles qui vont être utilisées bien évidemment après dans le but donc de vous nuire. Ça veut dire qu'il n'en est rien. On n'a pas un vrai marabout en réalité. C'est ça. Moi, et c'est juste des gens derrière leur téléphone, quoi. Tout à fait. Mais je pense de conviction personnelle que bon, un vrai marabout n'a pas besoin de faire sa propre publicité parce que sa renommée va parler de lui et nécessairement les gens vont donc se référer donc à lui pour ses services. Mais il en existe des vrais marabouts. On ne peut pas dire que tous les marabouts sont des escrocs de nature, mais ce que nous avions à notre niveau pour la pratique actuelle. Sur Internet surtout. Sur Internet, il faut noter que pour la plupart, ce sont des escrocs. Des escrocs derrière. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple peut-être en termes de coûts? En termes de coûts, ce Pour le qu'il faut chantage. noter globalement par rapport donc, au chantage au niveau de nos statistiques, au niveau national, le chantage est l'escroquerie qui vient en deuxième position en termes de chiffres, ou de nombre de victimes après donc l'escroquerie sur Internet, l'arnaque en ligne. Après l'arnaque, c'est le chantage qui suit. Et chaque jour que Dieu fait, nous assistons en moyenne 10 à 15 personnes au niveau donc de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour des personnes victimes de ces types d'arnaque. Parce que à travers donc le chantage même, on peut aboutir au piratage du compte parce que vu la confiance qui s'installe, le cyberdélinquant peut vous inviter à lui partager donc des contenus ou des informations personnelles qui peuvent lui permettre de prendre le contrôle de votre compte et de le pirater en vue. C'est ce que vous constatez souvent que des gens ont leurs comptes qui ont été pris, et sur ces comptes on fait maintenant de la publicité donc de bédou magique, de vente de tel ou tel produit, par exemple. Merci bien, lieutenant. Donc, on comprend que lorsqu'on est victime aussi de chantage, il ne faut surtout pas verser l'argent. Il faut venir vers vos services. Tout à fait. Porter plainte.
C'est exact. Lorsque vous êtes victime donc de chantage, il faut porter plainte et on rappelle également à tous ceux-là qui s'investissent donc dans ce type d'activité que voilà, c'est puni, c'est prévu et puni donc par la loi. Pour ce qui est de l'escroquerie. Bon, bien évidemment, vous risquez plusieurs années d'emprisonnement avec donc des peines d'amende. Et pour ceux également qui créent, que ce soit les groupes ou bien voilà les plateformes de matrimoniales et qui nécessairement font effectivement des mises en contact, ils n'ont pas donc de papier, conformément à la réglementation, tombent dans le proxénétisme qui est également prévu et puni par la loi. Merci beaucoup, monsieur. Que le temps est terminé. Vous avez la possibilité de contacter la BCLCC. On affiche rapidement les contacts de la BCLCC. Voilà, vous avez le contact, le numéro et vous avez bien sûr l'adresse mail et la page Facebook. Allez-y, tapez donc @bclcc.gov.bf pour suivre et vous abonner à la page Facebook de la BCLCC pour suivre l'information juste et vous prémunir donc de ces arnaques-là. Merci beaucoup, lieutenant, et merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Allez, nous recevons pour vous aujourd'hui coach Sylvie Roux Ilbodo, née Koulibaly. Elle est inspectrice de l'enseignement primaire et non formel et de l'éducation non formelle du moins, et coach certifiée en coaching intégral spécialisé en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Bonjour à vous, coach Sylvie. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Je me rappelle qu'une fois, on vous a reçu sur ce plateau. Vous êtes venu vraiment parler aux parents. C'était très intéressant. Après, on n'a plus eu tellement d'émissions. Et c'est certainement vos voyages qui vous prennent le temps. Merci. Oui. Je dis merci à Savane TV, à tout le personnel pour le meilleur boulot que vous êtes en train de faire, pour nous donner l'occasion de partager avec le monde ce que nous avons appris pour transformer des vies. Transformer des vies, oui. Alors, vous êtes inspectrice de l'enseignement, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Et pourquoi maintenant aller vers le coaching? Très bien. J'ai été institutrice d'abord certifiée et jusqu'à l'inspectorat. Mais avant cela, avant l'inspectorat, j'étais enseignante. Mais j'ai vu que dans ma vie de foyer, par expérience avec mes enfants, j'avais des limites. J'avais des limites pour accompagner. Mon premier enfant, je l'ai accompagné dans la duplication de ce que mes parents m'ont appris. Et avec mon deuxième enfant, très vite, à partir de la 6e, 5e, j'avais des limites éducationnelles. Et j'ai entendu parler du coaching. Et je me suis adhérée parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait, quelque chose qui me rassurait, que si j'y rentre, je vais trouver les voies et moyens pour me sortir du marasme technique que j'ai pour avoir la stratégie nécessaire d'accompagner mes enfants. Voilà pourquoi c'était une soif d'être la mère, l'intègre, la mère capable de donner à mon enfant ce dont il a besoin pour sa place dans la vie. Donc l'expérience personnelle, et vous dites certainement beaucoup de parents aussi vivent la même situation, donc j'apprends et ensuite je viens partager. Votre spécialité, c'est justement le coaching en bonheur conjugal et en relation parents-enfants. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, le bonheur conjugal, le bonheur en lui-même aujourd'hui, les gens n'y croient plus dans les foyers. Ce qu'on voit, le constat amer qui se dégage dans les couples aujourd'hui, c'est que c'est devenu un enfer sur terre pour madame et monsieur. Les couples ne sont plus dans le bonheur, alors que le bonheur existe. Le bonheur, selon moi, c'est que je donne le meilleur de moi-même à mon mari sans attendre de rien de lui. Et lui aussi, il me donne le meilleur. Mais pour le commun des mortels, je viens dans le foyer pour prendre le bonheur, pour prendre la joie, pour prendre le meilleur. Alors que non, on doit se rassurer qu'on a une somme de connaissances, une somme d'aptitudes qu'on veut mettre à disposition de l'autre pour qu'il soit dans la joie, pour qu'il soit dans le bonheur. C'est en cela notre bonheur. Donc, mon foyer avant n'était pas simple. Mais quand j'ai découvert le coaching, j'ai eu des stratégies, des outils, du matériel que j'applique au quotidien dans ma vie. J'ai découvert à mon mari un merveilleux monsieur, un monsieur vraiment que Dieu a pris le temps nécessaire de le faire, et je suis fière de lui parce qu'il m'accompagne dans ce que je fais. Je le comprends maintenant, je sais qui il est, parce que dans la discipline de relation homme-femme, il y a la notice de l'homme, la notice de la femme. Le temps ne nous permet pas, on aura d'autres tribunes où on va parler de ça. Alors cette étude m'a permis de me découvrir d'abord moi-même et de découvrir qui est mon mari
pour être à ses sollicitudes, à ses désirs et lui donner le meilleur afin de plonger dans ce meilleur-là. Le coaching, on entend vraiment ce mot un peu partout et voilà. C'est quoi véritablement le coaching? Très bien. Alors, le coaching où je me réfère, c'est le coaching intégral. C'est l'authentique coaching. C'est le coaching qui est parti de l'Afrique. Dieu est le premier coach. Dieu a tout fait avec le coaching parce que depuis l'existence de l'être humain, le coaching a existé parce que Dieu existait un moyen pour interférer avec l'homme. Et ce n'est pas le coaching qu'il a fait. Plus près de nous, 25 000 ans avant Jésus-Christ, on a découvert les Bushmen de Kalahari, qui sont un peuple qui vivent du coaching, qui mangent le coaching, qui font tout du coaching parce qu'ils ont compris qui ils sont. Après eux maintenant, plus près encore de nous, en 1970 aux États-Unis, dans le domaine du sport, on a utilisé le coaching pour avoir des grands résultats. Et il s'est retrouvé au niveau de l'Europe en 90 et dans les années 2004 en Afrique. Le coaching, c'est une science. Quiconque suit le même chemin aboutit au même résultat. C'est une pédagogie qui te permet de te découvrir, de savoir qui tu es. Rien d'extérieur ne va nous formater. Nous avons tout à nous pour être qui nous voulons être. C'est ça le coaching. C'est ça le coaching. Parlons aujourd'hui du thème du jour, parce qu'on s'intéresse au rôle des parents dans l'éducation des enfants. Oui. J'avoue que quand on échangeait sur le sujet, je me suis dit, est-ce qu'il y a des parents qui ne connaissent pas leur rôle véritablement? Coach Sylvie, quand même, on se dit, quand on met au monde un enfant, on connaît quand même son rôle en tant que parent. Tout à fait, madame, mais c'est ça la grande erreur. Et à partir de ce que vous venez vous dire, permettez-moi de dire qu'il y a 4 catégories de parents. Il y a 4 catégories de parents. La première catégorie, c'est des parents qui sont conscients, qui connaissent. Donc, ils sont consciemment compétents. Ça, c'est les coachs, c'est les gens qui ont fait du développement personnel, qui ont cherché la connaissance et qui l'appliquent dans leur vie. Donc, ils sont consciemment compétents. Il y a des parents qui sont inconsciemment compétents. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas conscience qu'eux peuvent appliquer ça pour avoir tel résultat. Il y a des parents qui sont consciemment incompétents. Ça veut dire que eux, ils savent. Ils ont pris conscience qu'ils ne connaissent pas. Ils sont dans leurs limites pour accompagner leurs enfants. Et la 4e catégorie, en tout cas l'information d'aujourd'hui, s'ils entendent, ils vont changer, c'est les inconsciemment incompétents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le savoir, eux-mêmes, ils n'en ont pas conscience. Vivement que cette émission soit le déclic dans leur vie. Ah oui, eux, ils ne savent même pas. Et maintenant, justement, parlons des autres types d'éducateurs, parce qu'aujourd'hui, surtout en milieu urbain, on a le personnel de maison. Les filles de ménage, cuisiniers, chauffeurs et tout. Est-ce qu'ils ont quand même aussi de l'impact dans l'éducation de l'enfant? Ils ont un très grand impact. Je suis au regret de le dire. Ils ont une très grande influence sur les enfants plus que les parents même. Le premier type de personnages qui éduquent les enfants alors qu'ils n'en ont pas la compétence, c'est le personnel de maison, comme vous venez de le dire. C'est la femme, la nounou, c'est la bonne, c'est la femme de ménage, c'est le chauffeur, c'est le jardinier, c'est le gardien. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il se trouve qu'il y a une fille qui est à la maison, qui doit non seulement s'occuper du repas, elle doit s'occuper de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche des solutions pour que l'enfant, le bébé, ne l'emmerde pas trop. Donc, il y a des exemples où les bonnes étaient obligées d'aller chercher, les filles de maison étaient chercher de la drogue qu'ils donnaient aux enfants, puis l'enfant dort. Et le soir, quand la maman rentre, elle dit, et le bébé, elle a bien dormi. La maman ne cherche pas à comprendre. De même, les gardiens, moi j'ai un cas d'une fille de 17 ans, dont je suis le coaching, mais comment ça s'est passé? C'est le chauffeur qui la déposait, qui la doigtait. Le chauffeur la doigtait et aujourd'hui à 17 ans elle dit qu'elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles mais elle a envie du doigt. C'est le doigt. Et donc il y a eu une déviance psychologique, une décharge psychologique sur cet enfant. Depuis 7-8 ans elle est dans ça. Et les parents n'ont pas conscience. Ça c'est le premier type. Le deuxième type c'est les médias. C'est les radios, les télévisions. Et le grand monstre, l'arme destructrice, c'est les TIC, les téléphones. Les téléphones sont une arme de grande destruction massive de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, les enfants ont les téléphones à bas âge. Les parents ne se soucient pas de ce que l'enfant regarde. Alors, quand un enfant regarde un film pornographique, directement le film, avec les images, il y a un impact
très violent qui s'inclut sur le cerveau, sur l'inconscient. L'image va rester là-bas. L'enfant grandit avec ça. Pour lui, la normalité, c'est de faire tel qu'il a regardé. Donc, ça détruit. Les communications que nous entendons, les messages qui circulent, ce n'est pas contrôlé. Tout ça, l'enfant infiltre ça, l'enfant garde cela et il n'y a pas de juge. Il prend tout. Ça, c'est le deuxième. La troisième catégorie de personnes qui éduquent en avoir, c'est l'école et puis les pères. En réalité, l'école n'est pas faite pour éduquer. L'école est un outil pour instruire, pour donner le savoir, la connaissance et préparer l'enfant dans sa vie. Ça veut dire qu'il ait le savoir et le savoir-faire. Donc, à l'école, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on appelle celui qui va à l'école élève. L'élève, c'est péjoratif. Moi, j'ai presque 30 ans de service, mais je ne m'étais jamais rendu compte. C'est grâce au coaching que j'ai découvert qu'un élève est une terminologie péjorative. Parce qu'on élève des animaux. C'est l'état basique de l'animal. Ça veut dire on le nourrit, on le sécurise, on le protège. On élève les animaux, on n'élève pas un être humain. On n'élève pas l'enfant. On lui donne une éducation. Et les pères, aujourd'hui beaucoup de parents sont étonnés de voir que les enfants écoutent le blanchisseur du quartier, ils écoutent leurs camarades que eux. Pourquoi? C'est parce que l'enfant, le camarade de l'enfant est à une relation horizontale. Tout ce que l'enfant va dire à son camarade, il ne va pas lui refuser ça. Il ne va pas chercher à comprendre pourquoi il acquiesce. Donc l'enfant écoute plus son camarade que le parent parce que le parent est dans une dynamique verticale. Il dit les choses à l'enfant sans donner le pourquoi. L'enfant vient dire, non papa j'ai eu 12 de moyenne. Un enfant ou bien j'ai eu 9 de moyenne. Un enfant qui avait 7 qui a 9. Il faut le féliciter, il faut l'encourager, il faut le stimuler. Il faut être son grillé, le faire à l'encens. Tu dis, oh tu ne vaux rien. À mon temps je faisais. Non, il faut toujours vivre le présent avec les enfants. Alors, coach, en réalité, tout ce que vous avez dit avec les exemples, c'est vraiment triste. Hein. Maintenant, il y a certains parents qui ne savent véritablement pas quoi faire. Parce qu'ils sont obligés d'aller travailler, ils sont obligés de confier leurs enfants à certaines personnes, ils ne savent vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour quand même continuer à payer les factures, c'est vrai, en travaillant, mais avoir assuré une bonne éducation de ses enfants? Comment on fait pour pouvoir gérer les deux? Alors aujourd'hui, pour aller travailler, avoir l'argent et assurer, quel que soit l'emploi du temps d'un parent, il doit avoir du temps pour ses enfants parce que les enfants sont les plus chers de notre monde. On cherche l'argent, c'est pour les enfants. L'argent ne peut pas être plus important que l'enfant. C'est pourquoi tu gères l'argent là. Et si ça doit être au second plan, je suis au regret. Il faut que les parents, dans leur emploi du temps professionnel, serré soit-il, il faut que nous trouvions du temps pour nos enfants. Trouver du temps pour l'enfant ne suffit pas parce qu'on peut être au salon en train de manipuler l'ordinateur et puis on dit que je suis à la maison, j'ai du temps. Non, c'est pas de cette manière. Un temps qu'on va exploiter. Un temps où on va communier avec l'enfant. On va interférer. Ça veut dire que nous, à notre temps là, nos mamans se couchaient et puis on faisait dodo, monter sur les dos pour marcher, même à 12 ans comme elle. Mais aujourd'hui, les parents n'ont pas ce temps. Restez à la maison, éteignez les téléphones, les ordinateurs, causez avec les enfants. Dites-leur aujourd'hui, après la semaine, c'est samedi, qu'est-ce qui a marché dans la semaine, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donnez l'occasion aux enfants de vous critiquer. Parce que, afin que vous-même vous soyez de bons influenceurs. L'éducation est un jeu d'influence. Ça veut dire les valeurs de responsabilité, les valeurs d'autonomie, les valeurs d'indépendance ne se transmettent pas. Ça vit dans l'expérience. On acquiert ça, c'est de la culture, ça s'acquiert. Donc, beaucoup de parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que non, l'enfant est à l'école, on assure son éducation. Non, on assure son instruction. Parce qu'à l'école, il va avoir du diplôme pour travailler, pour réussir dans la vie. Mais pour réussir sa vie lui-même, il va falloir que le parent lui-même se donne du temps, aille chercher des connaissances, agisse avec l'enfant, interfère, donne de l'amour à l'enfant, donne de l'attention. Et ça peut se faire avec des coachs. Au lieu d'aller à l'école avec l'enfant, le ramener, prendre un répétiteur qui va venir dire les mêmes choses qu'on a dit à l'école, on peut prendre par semaine 2 heures pour éduquer l'enfant et vous êtes avec un coach, vous échangez. Cela va permettre d'avoir une autre vision, une autre manière. Et aussi, on peut chercher des influenceurs d'éthique. Les influenceurs d'éthique, c'est quoi? C'est les guides religieux, c'est les voisins,
mais c'est la famille rapprochée. Madame, vous voyez, c'est l'individualisme qui a rendu notre éducation à la poubelle aujourd'hui, parce que les gens ont dit qu'ils sont développés, alors que dans ce développement, nous régressons. Nous régressons parce que nous avons laissé de fondamental ce qui est à nous, à savoir la communauté. L'enfant était un bien communautaire. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore très jeune, 7 ou 8 ans, il y avait un monsieur dans le quartier qui faisait du blanchissage et il y avait un trou où on partait se soulager. Il dit de ne pas faire. Mais si tu sors, tu pars faire. Il te corrige normalement. Mais avant de rentrer dans la cour, on essuyait les larmes pour ne pas que maman te demande pourquoi tu pleures. Mais aujourd'hui, même tes nièces, tu ne peux pas les réprimer. Si tu parles mal à une nièce, elle va dire à son papa, elle va dire, c'est comme si vous êtes dans deux mondes différents. On doit aujourd'hui chercher des influenceurs d'éthique qui sont non seulement les frères, les soeurs, on doit se donner la main. Quand tu vois l'enfant de ton frère ou l'enfant du voisin en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, attire son attention. Qu'il n'en déplaise, attire son attention. Donc, nous devrons vraiment aller à la quête, à la rencontre du savoir, chercher la connaissance, changer nos emplois du temps, donner de l'amour à nos enfants, donner du temps à nos enfants, interférer avec nos enfants. Parce que pourquoi les enfants ne s'ouvrent pas aujourd'hui? Les parents, quand on appelle un parent à l'école, il est étonné de voir ce pourquoi on l'appelle. Il dit non, moi mon enfant... Voilà. Parce que c'est deux visages, on dirait que l'enfant présente deux visages. Alors que non, parce que l'enfant est étranger dans le milieu, l'environnement compte. Parce que c'est les sens des parents qui transmettent l'éducation aux enfants. Donc, il faut que vraiment nous vivons d'abord le présent. C'est ça que j'aime le coaching. Le coaching, c'est dans l'éducation, permet aux parents de vivre l'instant présent. Éviter de dire aux enfants, quand moi j'étais à l'école, chacun veut jouer sa compétition avec son enfant. Ça ne marche pas. Donner le savoir, donner la connaissance, donner les valeurs par vous-même. Ça veut dire que tu dis à l'enfant de rentrer tôt. Il faut venir tôt. Il faut être l'exemple vivant. Parce que les valeurs s'acquièrent dans l'expérience que tu capitalises. En capitalisant cette expérience, par modération, l'enfant te suit. Parce qu'il y a qu'est-ce qui s'est dit? Aujourd'hui, on a deux phénomènes, l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Beaucoup de parents sont dans l'effet Golem. L'effet Golem, c'est Rosenthal et puis Radisson qui ont prouvé que les paroles que nous sortons sur les enfants, ça n'éduque pas les enfants, ça ne les angélise pas, ça n'est pas de la positivité. Donc, il faut que nous soyons dans l'effet Pygmalion, qui est une prophétie. C'est une prophétie d'autoréalisation. Il faut que nous soyons les prophètes pour nos enfants, que nous les angélisons, que nous parlons le mieux, et puis ne pas les traiter toujours enfants. Il faut qu'on les élève. Donc, qu'on arrête de les appeler enfants, on les appelle champions, leaders, charismatiques. Voilà. Il faut trouver des mots, des termes positifs qui valorisent. Parce que véritablement, les enfants sont ce qu'au quotidien, un parent sort de sa bouche. Si tu te lèves le matin, tu fais coucou à ton enfant, tu lui dis j'ai confiance en toi, je suis fier de toi et je sais que tu vas aller loin. Les parents ont porté aussi des lunettes de bois parce qu'ils pensent que l'école assure leurs tâches. Non, c'est deux réalités différentes. En fait, moi, je ne sais pas si vos anciens collègues seront, je parle des instituteurs, seront d'accord avec vous quand vous dites que l'école n'éduque pas, l'école instruit. Mais est-ce que les anciens aussi, quand même, quoi qu'on dise, donnent le savoir à l'enfant, mais l'enfant aussi passe plus de temps là-bas. Est-ce que, quand même, pour certaines actions que l'enfant commet là-bas ou pose là-bas, on ne peut pas le corriger? Ça, c'est pas de l'éducation? Je vais dire que l'école, si on part à l'historique de l'école, l'école de Jules Ferry est un outil où le blanc a amené pour donner un certain nombre de connaissances aux noirs afin qu'ils continuent de gérer l'administration. Voilà l'objectif premier de l'école. Alors que l'éducation, c'est de véhiculer nos valeurs. Nos valeurs sont culturelles, nos valeurs sont authentiques. C'est deux référentiels différents. Nos collègues vont me comprendre. Ils vont comprendre que c'est une révolution que je vais amener dans la conception du mot éducation, parce que eux-mêmes ça va les aider. Nous, on est resté dans l'obscurantisme pendant longtemps. J'avais la même lecture et quand j'étais il y a de cela, je n'avais pas le coaching, j'avais la même lecture que l'école éduquait. L'éducation est présente. Du matin là, par exemple, je prends une classe de CP où on doit faire la morale. C'est 15 minutes, ma chérie. C'est 15 minutes. En 15 minutes, il y a la méthodologie. Ça veut dire qu'on formate, il y a un moule. Alors que l'école modélise. L'éducation doit modéliser l'enfant. L'éducation ne doit pas mettre dans un moule, dans un carcan, dans une méthodologie.
pour donner le savoir. Donc la connaissance là, l'école même, à l'école, il y a des injures, il y a des trucs qui dévalorisent l'enfant. Il y a des enfants qui ont des décharges émotionnelles, des blessures émotionnelles à l'école. Donc l'école n'a pas pour mission d'éduquer l'enfant, l'école a pour mission d'instruire, de donner le savoir à l'enfant, sanctionné par un diplôme qui lui permet d'avoir une place dans sa vie. Mais réussir sa vie, être un homme intègre, un être honnête, un homme autonome, utile à lui-même et à sa communauté, c'est les parents, par l'exemplarité, par le modèle de vie qu'ils donnent. L'enfant va faire son expérience pour acquérir. On ne transmet pas les valeurs, on acquiert les valeurs dans l'expérience vécue à l'instant présent. Ah oui. Alors, coach Sylvie, aujourd'hui, on a certains enfants aussi ou certains parents qui rencontrent des difficultés parce que leurs adolescents sont en conflit avec eux. Dans ces situations-là, parce que là, ils sont des adolescents, le problème est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, c'est ce que je vais te dire, que les parents, 99% des parents tombent dans leurs limites à partir du 8 ans. Ils sont dans leurs limites éducationnelles. Ils n'arrivent pas. C'est pour cela que j'ai dit de chercher des influenceurs d'éthique, des personnes, c'est-à-dire les voisins, les cousins, les oncles, même les personnels de maison. On peut les former. On peut le former, lui donner l'information. Ah, il faut t'occuper de l'enfant de telle manière, il faut l'aimer, tu lui donnes l'information qu'il sait, elle va appliquer. Donc aujourd'hui, avec la mésentente entre les parents et les enfants, le problème c'est les parents. C'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas su laisser l'enfant communier dans notre amour, communier dans notre sincérité, communier dans notre obéissance, communier dans notre générosité, à l'aimer réellement. Les parents étaient dans une limite. Ils ont cru que non, il faut donner des consignes. Fais ça. Et toi-même, tu fais quoi? Aujourd'hui, c'est un problème réel. Il y a beaucoup de parents. Moi, j'ai beaucoup de situations de coach. Et il y a un enfant qui m'a dit que, mais coach, que vous êtes Dieu. Si je vous avais connu très tôt, je n'allais pas être dans cette situation. Pourquoi? Tout parent peut être dans la situation de la divinité pour son enfant. Il peut être la bonne personne pour son enfant. Il suffit d'en prendre conscience, d'accepter que non, je ne connais pas, je vais à la recherche du savoir, de la connaissance et j'applique dans la vie. Il faut accepter de se mettre en cause. Mais on jette l'anathème sur les enfants parce qu'ils n'ont pas de pouvoir pour se défendre. Et le grand problème, c'est le pourquoi des choses. Quand on demande quelque chose à un enfant, il faut lui dire pourquoi. Pourquoi tu veux qu'il fasse ça? Les parents disent que non, ils veulent amener les enfants à choisir, il faut faire médecine, il faut faire ci. Non, tu as fait ta vie, tu as fait ton expérience. Si tu es institutrice aujourd'hui, c'est ton choix. Mais accompagne ton enfant de sorte qu'il soit autonome, indépendant, capable d'écrire son histoire, de choisir ce qui lui plaît. Faut pas que les parents influencent négativement le devenir des enfants. Donc, si tu as des différends avec ton enfant, il faut t'asseoir, te regarder dans la glace, voir tes insuffisances. Il suffit pas, on n'a pas besoin de crier sur un enfant, on n'a pas besoin de taper un enfant, on n'a pas besoin de réfréner un enfant. Il faut le voir comme un alter ego. Autant tu as ta conscience, il a sa conscience, il a sa personnalité, il a son individualité. Parce que la personnalité, c'est un masque de théâtre qu'on peut enlever. Mais l'individualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser. C'est en lui. Donc les valeurs d'autonomie que tu vas lui donner, apprendre. La petite fille de 2 ans, 3 ans, elle peut commencer à balayer, à ramasser les plats, à laver, mais il n'en est rien. Les parents qui souffrent aujourd'hui avec les enfants, c'est que quelque part, il y a eu une démission parentale inconsciente qui les rattrape. Voilà pourquoi l'enfant est allé apprendre avec des personnes qui n'en déplaisent. Et aujourd'hui, ils sont en affront. Parce qu'il y a une phase du développement des enfants qui est le complexe d'Oedipe. La petite fille s'accole à son papa, le petit garçon à sa maman. Alors, dans ces situations, il faut que les papas... Moi, j'ai une situation de coaching où la fille, là, elle est très bien, elle aime bien son papa, mais le papa, il n'est pas un répondant. La situation, c'est la maman qui a amené la fille chez moi pour le coaching. Mais j'ai eu, le papa est hors du pays, j'ai eu des appels vidéo avec lui où je lui ai dit des choses et il était très content. Mais aujourd'hui, il appelle sa fille tous les jours avant qu'elle n'aille à l'école. Mais la fille me dit que papa a changé. Mais elle n'est pas au courant que moi, je suis intervenue. Donc, il faut de l'attention, un peu d'attention, un peu de respect, un peu de considération. Et nos enfants seront ceux
que nous voulons. Parce que Dieu lui-même a tout créé par la parole. Et fort du pouvoir de la parole, nous pouvons faire de nos enfants qui nous voulons. Donc nous devrons bannir dans notre quotidien des grossièretés, des choses qui n'angélisent pas nos enfants. Nous devrons être dans la dynamique. Mon champion, mon leader, mon charismatique, pour implanter en lui la capacité d'être autonome, d'être indépendant, de faire son expérience de vie, d'écrire. Si nous n'arrêtons pas le processus, les futures générations vont en souffrir parce que c'est un constat très amer qui fait que notre société souffre de ça aujourd'hui. Donc il faut que les parents fassent une remise en cause, prennent conscience que ça ne va pas de leur côté, ne jetons pas l'anathème sur les enfants et nous allons à l'école du savoir pour chercher les compétences, les informations nécessaires et les appliquer dans la vie. Et cherchons aussi des influenceurs d'éthique qui sont les religieux, les oncles, les tantes et bien d'autres personnes. Ou sinon, il faut consulter des coachs spécialisés comme coach Sylvie. Oui, pour les cas extrêmes souvent, parce que... Si je dis, c'est bon dire que c'est de la publicité. Non, on n'a pas besoin de la publicité. Quand tu fais ton job et c'est bien, les gens même vont te chercher. On n'a pas besoin de dire de chercher coach Sylvie. On va donner l'information. Oui. Mais même si c'est pas avec coach Sylvie, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui sont dans l'éducation, qui peuvent accompagner. Il faut faire le coaching. Vous-même, vous pouvez faire le coaching pour avoir l'information, vous approprier pour vous, vos enfants, vos petits-enfants et toute autre personne. Sinon, aujourd'hui, au lieu de pas un répétiteur qui va venir dire encore la mathématique, les sciences, vous pouvez faire des séances de coaching avec vos enfants 2 heures par semaine. Vous allez voir la magie divine qui va se passer dans votre vie. Parce qu'il ne faut pas chercher à l'extérieur. Tout est en nous. Tout est dans notre maison pour que nous réussissions. Il faut que madame et monsieur parlent le même langage. Madame et monsieur s'aiment, s'acceptent. Pour donner cette énergie, c'est une question d'énergie. Il faut amener les enfants à vivre dans un champ énergique positive. Donc ça se cultive, ça se donne, ça se vit quoi. Il faut vivre ça. Et là, les enfants vont dupliquer la bonne manière. Ah oui, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Mais le temps est terminé déjà. Oui, le temps est parti, notre interview est terminée. Donc, on va s'arrêter ici. Mais coach Sylvie, on vous retrouve également sur les réseaux. Toujours ou pas du tout? Pas du tout. Maintenant, je suis en ligne en personnel. Okay. Je fais en privé. Okay. Et sur le numéro, je peux donner. Allez-y. Le 78 79 43 22. Ou le 77 57 14 74. On va vous demander de rappeler lentement. Le 78 79 43 22. Le 77 57 14 74. Merci beaucoup, super. Merci à vous, coach Sylvie, d'être passé. On aura encore d'autres occasions, c'est sûr. Alors, je rappelle que coach Sylvie Wu Ilboudo Nekoulibaly est coach spécialisé donc en bonheur conjugal et en relation parents-enfants. Il faut rappeler également qu'elle est inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Merci beaucoup à vous. Donc, peut-être un dernier mot? Je remercie Savane TV et tous ceux qui vont entendre, qui vont suivre l'émission, que chacun, on ne dit pas de tout prendre, mais que chacun puisse un peu une stratégie et l'appliquer pour voir est-ce que ça marche, ce qu'elle dit, est-ce que ça marche, pour que véritablement notre société soit une société modèle, une société qui reflète l'intégrité, l'harmonie, l'amour, l'alchimisme des humains pour le bonheur du Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup, coach Sylvie. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Et bien sûr, on se retrouve juste pour se dire au revoir. Merci en tout cas d'avoir suivi ces éléments qu'on vous a proposés en rediffusion, il faut le rappeler. On se retrouve, Inch'Allah, demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et on se dit à demain.